La plupart des gens pensent que les anti-inflammatoires sont sûrs et ils les consomment presque comme des bonbons. Mais la vérité est que les anti-inflammatoires sont parmi les médicaments les plus dangereux et la majorité des gens, médecins inclus, ne connaissent pas les effets secondaires et les risques encourus. Alors dans cet épisode, premier d'une série sur les dangers des anti-inflammatoires, je vous montre exactement comment ils fonctionnent, comment ils endommagent votre corps et les effets secondaires qu'ils ont et les risques que vous encourez. Bienvenue à cet épisode sur les dangers des anti-inflammatoires. Cet épisode est le premier d'une série où nous allons explorer les risques que vous encourez en consommant des anti-inflammatoires et vous allez donc comprendre pourquoi je ne consomme jamais ces médicaments. Et dans ce premier épisode, eh bien, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer un petit peu les mécanismes de comment fonctionnent ces anti-inflammatoires, comment fonctionne l'inflammation, et puis surtout les effets secondaires qu'ils peuvent créer chez vous et les risques que vous encourez. Alors, dans l'introduction, j'ai dit que les gens prenaient ces anti-inflammatoires presque un petit peu comme des bonbons, et vous avez peut-être été choqué par cette affirmation, mais c'est quasiment une réalité quotidienne. Pensez à vos propres expériences. Vous vous êtes tordu la cheville, vous allez aux urgences ou vous avez mal au dos, vous allez voir votre médecin. Eh bien, avec quoi ressortez-vous? Eh bien, vous ressortez très certainement avec une ordonnance pour des anti-inflammatoires. La science est claire à ce niveau-là. Si vous allez chez le médecin ou chez le pédiatre parce que votre enfant a de la fièvre, dans 90% des cas, vous allez ressortir avec une prescription pour des anti-inflammatoires. Si vous avez mal à la tête ou que vous souffrez de migraine et que vous allez voir votre médecin ou votre neurologue, dans 72% des cas, vous allez ressortir avec une ordonnance pour des anti-inflammatoires, les autres médicaments étant des antimigraineux par exemple. Pour les personnes qui souffrent de douleurs d'arthrose, lorsqu'elles vont voir leur médecin, dans 90% des cas, elles ressortent avec une ordonnance pour des anti-inflammatoires, ce qui est particulièrement préoccupant parce que c'est une catégorie d'âge où le risque d'effets secondaires est accru. En Hollande, ils avaient fait un sondage dans une étude et 30% de la population avait utilisé des anti-inflammatoires dans le mois précédent. Si l'on va dans le monde du sport, c'est encore pire. Aux États-Unis, il y a des études qui montrent que chez les jeunes athlètes, 75% de ces jeunes utilisent des anti-inflammatoires. 30%, 29% exactement, les utilisent en manière préventive avant les compétitions parce qu'ils savent qu'ils risquent de se blesser ou d'avoir mal, donc ils les prennent même lorsqu'ils n'ont pas mal, et 15% de ces jeunes les prennent au quotidien. Okay? Donc vous imaginez ça. Et chez les adultes, c'est pas mieux, 30 à 60% des sportifs les utilisent lors de compétitions de manière préventive. Au quotidien, dans le monde, 30 millions de personnes prennent des anti-inflammatoires de manière quotidienne. Donc vous voyez que ça a tellement été incrusté en nous dans cette culture médicale, eh bien que l'on consomme littéralement cela comme des bonbons, alors que ce sont parmi les médicaments les plus dangereux qui soient. Et je vais vous proposer dans cette série non seulement de découvrir les effets secondaires et les risques que vous encourez lorsque vous les consommez, mais je vais vous montrer aussi exactement comment ils retardent la guérison de vos tissus, comment ils participent à la création d'inflammation chronique, et oui, les anti-inflammatoires participent à l'inflammation chronique, et comment ils augmentent votre risque de chronicisation de la douleur. Okay? Donc c'est du sérieux. Donc, plongeons-nous déjà un petit peu dans un ou deux contextes. Le premier, c'est il faut qu'on parle d'inflammation. Et donc, lorsque votre corps fait face à un challenge, que ce soit une blessure ou un traumatisme, ou que ce soit une perturbation métabolique, ou que ce soit une infection, eh bien, il va devoir lancer ses mécanismes de guérison. Et le mécanisme central de la guérison, c'est la production d'une réponse inflammatoire. C'est quelque chose de très, très important. Et cette réponse inflammatoire, on la connaît depuis 2000 ans. Si vous tordez la cheville, vous savez que ça va enfler, il va y avoir un œdème, ça va venir douloureux, ça va venir un peu rouge, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle des signes cardinaux et ils sont connus depuis très longtemps. Et donc, toute la science pharmacologique médicale s'est basée sur cette compréhension de l'inflammation qui, pendant très longtemps, était basée sur le fait que lorsque vous avez une inflammation, votre corps va lancer cette inflammation et cette inflammation ensuite va un petit peu se dissiper passivement, un peu comme un feu de bois qui est allumé, qui s'éteint spontanément lorsqu'il a consommé en fait tout le bois. Et donc, le développement de ces molécules ont été faites sur cette base, sauf qu'il y a une trentaine d'années, une équipe à Harvard a découvert que l'inflammation ne fonctionnait pas
comme ça, et que l'inflammation, en fait, elle avait deux phases. Une phase d'initiation où le corps doit lancer cette inflammation, et ensuite, il va devoir l'arrêter avec une deuxième phase qu'on appelle une phase de résolution. Et donc, la science médicale était basée sur l'idée simpliste, voilà, si le corps lance l'inflammation et que ça fait mal, on va couper cette inflammation, et puis elle est belle, pas de souci, les gens ont moins mal et tout va bien. Sauf que les choses ne fonctionnent pas comme ça, et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que pour que cette phase ici de résolution se fasse, pour que votre corps puisse interrompre l'inflammation une fois qu'il l'a créée, eh bien, la quantité d'inflammation que votre corps produit doit atteindre un certain seuil on appelle ça le switch eicosanoïde en science. C'est un mot un peu barbare, mais c'est un seuil qui doit être atteint. Et donc, si vous empêchez le corps d'atteindre ce seuil, eh bien, cette phase de résolution ne va pas pouvoir se faire. Et au-delà des effets secondaires eux-mêmes de médicaments, vous allez empêcher, retarder la guérison des tissus, participer à la formation d'inflammation chronique, puisque cette inflammation qui s'est créée, le médicament n'a pas pu tout l'empêcher, il l'a limité, mais maintenant le corps n'arrive plus à la résoudre, et donc vous avez une inflammation chronique qui s'installe, et donc des douleurs chroniques. On en reparlera en plus de détails dans le deuxième épisode. Et donc, vous voyez que cette compréhension de l'inflammation, cette nouvelle science de l'inflammation remet complètement en question l'utilisation de ces anti-inflammatoires, parce qu'il y a maintenant des études qui montrent qu'ils perturbent cette phase de résolution, participent à la formation d'inflammation chronique et de chronicisation des douleurs. Okay? Et donc, j'aimerais juste faire un petit peu de biochimie pour que vous compreniez comment ça fonctionne, mais dans nos membranes de nos cellules, on a des graisses qui vont être accumulées, vous avez très certainement déjà entendu parler, des oméga 6 et des oméga 3. Et lorsqu'il y a une blessure, eh bien, cela va activer une enzyme que l'on appelle cette phospholipase A2. Et cette phospholipase, elle va engendrer un certain nombre de cascades biochimiques, une qui va être pro-inflammatoire, qui est à la base, au centre de laquelle se trouve une substance que l'on appelle l'acide arachidonique. Et à partir de cet acide arachidonique, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de formations d'autres entités qu'on appelle des thromboxanes, qu'on appelle des prostaglandines, qu'on appelle des leucotriènes, qui vont avoir une action plus ou moins pro-inflammatoire, vous le voyez ici en rouge. Et en même temps, une fois que ces éléments ont atteint une certaine quantité, un certain seuil, ce switch eicosanoïde, eh bien le corps, lui, va commencer de produire d'autres entités qu'on appelle des molécules pro-résolvines, c'est-à-dire qui vont favoriser la résolution de l'inflammation. En anglais, on appelle ça des SPM, Specialized Pro-Resolving Mediators. Vous voyez ici en vert, et qui sont finalement issus de oméga 3 et de substances dans les oméga 3 qu'on appelle l'EPA et notamment le DHA. Et il y a différents types de résolvines. Il y a les résolvines, il y a les marésines, il y a les protectines. Mais vous voyez qu'il y a aussi d'autres qui sont appelées des lipoxines ici, qui proviennent de cette cascade du côté pro-inflammatoire. Et donc, si on interfère avec cela, eh bien, on va aussi en partie interférer avec cette phase de résolution, comme je vous l'expliquais. Et donc, pour comprendre certains des mécanismes de ces anti-inflammatoires, eh bien, il va falloir voir, vous voyez, ici c'est encore un schéma détaillé parce qu'il y a plusieurs étapes ici dans cette transformation, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais des enzymes vont participer en fait à cette cascade inflammatoire, et notamment deux enzymes que l'on appelle les enzymes COX. Il y a la COX-1 et la COX-2. Et ces COX, elles sont importantes à comprendre parce que elles vont jouer un rôle dans la manière dont les anti-inflammatoires vont nous influencer, notamment au niveau de ce qui est saignement gastro-intestinal. Et donc cette COX-1, elle est exprimée dans les tissus et elle joue un rôle protecteur, notamment elle joue un rôle protecteur au niveau gastro-intestinal. Et puis cette COX-2, elle est activée lorsque l'on a un dégât tissulaire, mais, et ça on ne le savait pas, elle joue aussi un rôle protecteur, notamment au niveau cardiovasculaire. Et donc, lorsque la science a développé des anti-inflammatoires, ils ont développé des anti-inflammatoires que l'on appelait non sélectifs, c'est-à-dire qu'ils affectaient à la fois la COX-1 et la COX-2. Mais comme cette COX-1 joue un rôle protecteur au niveau gastro-intestinal, eh bien le fait de venir interférer avec a provoqué des saignements au niveau intestinal. C'est un des risques. Et donc, les scientifiques ont développé des molécules qui étaient ce qu'on appelle des molécules sélectives qui n'affectent en fait que cette COX-2. Et donc, ils pensaient que grâce à cela, eh bien, on va pouvoir réduire les risques de problématiques gastro-intestinales. Malheureusement, ils ne savaient pas à l'époque que cette COX-2, elle est protectrice pour le système cardiovasculaire. Et donc, en interférant avec la COX-2, eh bien, vous augmentez les problématiques
cardiovasculaires, et c'est pourquoi des médicaments anti-inflammatoires sélectifs de la COX-2, comme le Vioxx, il y a aussi le Celebrex, mais comme le Vioxx, ont été par exemple retirés du marché. Okay? Donc là, j'espère que ça vous donne des bases un petit peu pour comprendre ces effets secondaires. Maintenant, regardons un petit peu en quoi ces effets secondaires consistent. Pour cela, hop, on va faire juste une transition très technologique ici. Et donc, vous voyez ici la liste des effets secondaires principaux. Je vais vous les énumérer. Accumulation de graisse, augmentation de l'appétit. Donc ça va participer à la prise de poids. C'est aussi le cas non seulement des anti-inflammatoires, mais de la cortisone, par exemple. Augmentation du risque cardiovasculaire, on vient d'en parler. Augmentation du risque d'infection. Ça peut participer à provoquer des cataractes. Ça peut provoquer des maux de tête et des céphalées. Ça va induire potentiellement des changements d'humeur et favoriser le développement d'états dépressifs. Ça peut provoquer des dermatites, donc des inflammations de la peau. Ça peut amener à des dysfonctions cognitives, à de l'hyperglycémie, à de l'hypertension. Ça va avoir un impact sur la guérison des blessures. Dans le deuxième épisode, je vous montrerai exactement comment ça retarde la guérison des tissus, par exemple au niveau des tendons, au niveau des muscles, au niveau des ligaments. Ça peut créer une malabsorption intestinale, ça va pouvoir aussi déséquilibrer votre intestin au point de créer ce qu'on appelle une dysbiose, une perturbation de votre microbiome. Ça va participer aussi au développement d'une perméabilité intestinale, et nous allons le voir dans la troisième vidéo. Je vous montrerai comment en fait cette perméabilité intestinale ensuite cause d'autres problèmes qui amènent à devoir prescrire encore plus de ces anti-inflammatoires, donc créer un cercle vicieux. Ça peut provoquer des méningites aseptiques, des œdèmes et de la rétention d'eau, ce qui est particulier puisque en fait dans les signes cardinaux de l'inflammation il y a ces œdèmes, et donc vous prenez un médicament qui est supposé stopper cet œdème qui peut lui-même créer des œdèmes. Ça peut créer de l'ostéoporose, prise de poids, psychose, saignements gastro-intestinaux, toxicité rénale et hépatique et ulcères d'estomac. Et ça, c'est une liste sélective. Il y en a d'autres. Donc, vous voyez l'étendue de cette problématique. Et je vous disais que les médecins ne sont pas au courant de ça. Dans la revue médicale suisse, en 2008, il y avait un article où les médecins concluaient que, en fait, à part les effets sur les saignements gastro-intestinaux et puis les impacts au niveau rénal, de la toxicité rénale, la plupart des médecins ne sont pas conscients de tous les effets secondaires que ça peut provoquer. Et donc, vous prenez ces médicaments. Aujourd'hui, de nos jours, on vous donne en général un autre médicament pour protéger votre intestin, mais on n'est pas conscient des autres symptômes, et tout d'un coup, vous développez ces autres symptômes, et votre médecin ne fait pas le lien avec les anti-inflammatoires, il va vous donner un autre médicament pour ce symptôme-là, et c'est un espèce de cercle vicieux comme ça. Donc, de vous rendre compte que ça a énormément d'effets secondaires, c'est extrêmement dangereux. On va le voir un petit peu plus en détail ici, avec une autre transition technologique ici. Hop. Si ça veut bien y participer, ce risque de saignement des anti-inflammatoires au niveau gastro-intestinal. Et donc, on avait dit que les chercheurs avaient développé des médicaments non sélectifs, c'est-à-dire des anti-inflammatoires sélectifs de la COX-2 pour essayer de protéger notre système intestinal au niveau des saignements. Mais vous voyez que ces anti-inflammatoires sélectifs, qui sont supposés protéger votre intestin, ils augmentent quand même de 3 fois votre risque de faire des saignements. Mais ce qui était mieux que les anti-inflammatoires non sélectifs, qui, eux, quadruplent vos risques de faire des saignements intestinaux. Alors, ce qu'il faut savoir en médecine, c'est que si vous avez une intervention ou une molécule qui augmente votre risque de 30, 40, 50%, c'est déjà considéré comme extrêmement significatif. Ici, on parle de 300%, 400%, c'est énormissime. Et ce que les médecins oublient aussi, et ce que le public oublie, c'est qu'il y a aussi un effet cumulatif de la polypharmacie. C'est-à-dire que si vous prenez d'autres médicaments, cela va encore étendre le risque. Je vous ai mis 3 exemples ici. Si vous souffrez de dépression et qu'on vous a prescrit ce qu'on appelle un SSRI, c'est-à-dire un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, eh bien, et que vous prenez un anti-inflammatoire, votre risque de saignement monte à 7 fois plus. Okay? Si vous êtes sur spirolactone, qui est un diurétique, parce que vous avez des problèmes, par exemple, d'hypertension, eh bien, le fait de combiner ça avec un anti-inflammatoire augmente votre risque de 11 fois. Si on vous met, ce qui n'est pas rare, par exemple, si vous faites tout d'un coup une hernie discale ou des douleurs beaucoup plus sévères au niveau du dos, on va vous donner et à la fois des anti-inflammatoires et de la cortisone, votre risque de faire un saignement intestinal augmente de 12 fois, ce qui est énormissime. Donc, j'espère que vous commencez à prendre conscience de la dangerosité, en fait, de ces molécules. Et puis, finalement, sur ces risques, eh bien, je voulais vous montrer un petit peu le profil ici de risque en fonction
de l'évolution. Donc, dès le moment où vous prenez ces anti-inflammatoires ici, dès les premiers jours, vous avez une augmentation de votre risque de saignement gastro-intestinal. Vous avez un risque aussi beaucoup plus accru d'infarctus et d'AVC, c'est-à-dire d'attaque cérébrale. Au bout de 7 jours, votre risque d'infarctus, il augmente quasiment de 50%. Et si vous prenez du diclofenac, ça triple votre risque de faire un infarctus dans les 7 premiers jours de la prise. Et si on regarde par exemple chez les personnes atteintes, chez les personnes âgées de plus de 65 ans, dans les 30 jours, ça double le risque de faire une atteinte toxique au niveau rénal. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée n'est pas de vous faire peur, enfin si, peut-être un petit peu, pour vous rendre compte de la dangerosité de ces médicaments. Je vais vous donner plus de détails dans les autres épisodes de cette série, donc suivez-les, ils seront disponibles sur ma chaîne. Et bien évidemment, je ne vais pas juste crier au loup comme ça. Dans le dernier épisode, je vous montrerai exactement ce que vous pouvez faire pour mieux gérer votre inflammation de manière naturelle, pour permettre au processus de guérison de votre corps de se faire comme la nature l'a prévu. Et tout de même, si vous avez beaucoup de douleur, de gérer ça, mais avec des produits naturels qui ne vont pas interférer de la sorte. Donc, continuez de suivre cette série sur les dangers des anti-inflammatoires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, justement pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, d'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.